Muse de Denis Lindon. Bien que les rivages de Troie ne fussent séparés de ceux de la Grèce que par la mer Égée, large d'environ 400 km, la traversée n'était pas à cette époque une petite affaire. Les Grecs ne disposaient en effet ni de cartes marines, ni d'instruments de navigation leur permettant de se repérer et de tenir leur cap. En outre, leurs navires n'étaient équipés que de voilures rudimentaires, capables seulement de les porter dans la direction du vent. C'est ce qui explique que le retour des rois et de leur armée furent généralement longs et difficiles. 3 d'entre eux, cependant, eurent une traversée facile. Le retour éclair de Nestor. Nestor, le vieux roi de Pylos, âgé alors de 90 ans, fut le premier à partir, non sans avoir pris congé avec émotion de ses compagnons, et notamment d'Ulysse, qui lui était particulièrement cher. Nestor ne manqua pas à cette occasion d'énoncer quelques-unes des sentences philosophiques dont il avait le secret. À Ménélas, qui lui demandait s'il ne craignait pas les difficultés et les périls du voyage, il répondit par exemple : « L'attente du malheur est plus dure à supporter que le malheur lui-même. D'ailleurs, du mal que l'on redoute comme du bien qu'on espère, il ne survient jamais que la moitié. » Et comme Ulysse lui demandait ce qu'il comptait faire en rentrant chez lui, « J'ai des projets jusqu'à l'âge de 120 ans, assura-t-il. Après, il sera temps d'aviser. » Nestor était réputé pour son expérience et sa sagesse. Mais comme cela arrive souvent, ses défauts s'étaient accentués avec l'âge. Jeune, il avait déjà tendance à être bavard. Vieux, il était devenu radoteur et répétait inlassablement ses souvenirs à qui voulait bien l'écouter. C'est pourquoi, malgré l'affection et le respect qu'il inspirait, ses compagnons évitaient par tous les moyens de se trouver en tête-à-tête avec lui. Curieusement, c'est précisément ce travers de Nestor qui lui valut de rentrer chez lui rapidement et sans encombre. En effet, dès qu'ils se furent embarqués avec lui, sur un navire de taille assez réduite, ces soldats devinrent pour Nestor ce que l'on appelle une audience captive. Il n'y avait aucun moyen pour eux d'échapper à son radotage permanent. Au bout de 3 jours, certains marins excédés se jetèrent à l'eau pour ne plus l'entendre. Mais les autres adoptèrent un parti plus raisonnable. Ils prirent chacun un aviron et, avec des forces décuplées par leur exaspération, battirent le record de la traversée de la mer Égée en un peu plus de 5 jours. Revenu chez lui, bien avant tous les autres rois, Nestor eut alors le loisir de raconter les hauts faits de la guerre de Troie à tous ses visiteurs, et notamment aux parents, épouses et fils de ses camarades de guerre. Une fois encore, dans la suite de ce récit, nous aurons l'occasion de parler de lui. Le chemin de l'exil pour Teucer et Diomède. Teucer, frère cadet du grand Ajax et fils de Télamon, le roi de Salamine, était essentiellement un malchanceux. Pendant toute sa jeunesse, il avait vécu dans l'ombre de son frère aîné qui était le préféré de Télamon. Pendant la guerre de Troie, bien qu'il fût le meilleur archer de l'armée grecque, il n'avait jamais tenu les premiers rôles. La seule fois où il avait eu l'occasion de briller, en s'attaquant à Hector, il avait reçu le bouclier de son frère sur le dos, au moment où il allait lancer sa flèche. Depuis, il souffrait d'arthrose cervicale et ne pouvait plus tirer à l'arc. Tous ces déboires ne l'avaient pas empêché de faire toujours preuve, à l'égard de son frère Ajax, d'une affection et d'un dévouement sans bornes. C'est en particulier grâce à lui qu'Ajax, après son suicide, avait reçu les honneurs funèbres. À sa grande surprise, son voyage de retour se passa bien, et en arrivant en vue de Salamine, il se prit à penser qu'enfin pour lui, la chance allait peut-être tourner. Son père, Télamon, comme chaque jour, était sur la plage attendant le retour éventuel de ses fils. Teucer saute de son navire et court vers son père. Sans même l'embrasser, Télamon lui demande anxieusement : « Où est ton frère ?»« Il est mort, hélas, » répond Teucer. « Quoi ?» reprend Télamon hors de lui. « Tu n'as même pas été capable de le protéger !» Et sans vouloir écouter les explications de Teucer, il le chasse pour toujours de son pays. Pour des raisons différentes, Diomède allait bientôt connaître un destin semblable. Celui qu'on appelait le sanglier de Calydon s'était couvert de gloire au cours de la guerre de Troie,
mais il s'était aussi attiré l'inimitié de 2 grands dieux de l'Olympe. Il avait eu l'audace de combattre Mars sur le champ de bataille et de le mettre en fuite, et il avait irrité Jupiter en assassinant 2 soldats troyens, malgré le serment qu'il leur avait fait de leur laisser la vie sauve. Lorsqu'il eut quitté Troie, à la tête de sa flotte, Jupiter et Mars, pour une fois d'accord, allèrent trouver Neptune, le dieu de la mer, et lui demandèrent de déchaîner sur les navires de Diomède une violente tempête. Se voyant sur le point de couler, Diomède adressa une prière à Neptune. « Si tu apaises la fureur des flots, je m'engage à t'offrir en sacrifice le premier être vivant que j'apercevrai sur les rivages de Calydon. » Diomède ne pensait pas courir un grand risque, car il savait que les plages de son pays étaient peuplées d'une multitude de chèvres sauvages et d'oiseaux aquatiques. Il était donc à peu près certain que ce serait l'un de ces animaux qu'il rencontrerait d'abord en débarquant. Neptune ayant accédé à sa prière, la mer se calma, et Diomède put achever sa traversée sans histoire. Malheureusement pour lui, lorsqu'il arriva en vue du rivage de Calydon, il faisait nuit, et tous les animaux sauvages étaient endormis. En revanche, comme il le faisait tous les soirs pour faciliter le retour attendu de son père, le propre fils de Diomède avait allumé sur la falaise un grand feu à côté duquel il se tenait debout. Aux lueurs des flammes, Diomède l'aperçut. Respectueux de son engagement, il dut sacrifier son propre fils à Neptune. Indignés par cet acte barbare, ses sujets se soulevèrent contre lui et le chassèrent de son royaume. Il s'exila en Italie, où il passa le reste de ses jours à maudire le destin. Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ?